Nouveau projet d'études, nouveau lieu, nouveau cadre. Voilà, vous observerez que nous avons quitté la grande bibliothèque familiale et que nous sommes dans un endroit que je vous laisserai deviner. Et la sobriété du mur qui est derrière moi devrait normalement vous aider à découvrir l'endroit où je me trouve. Voilà. Alors, commençons maintenant donc dans cette deuxième vidéo. Nous allons tenter une étude, du coup concentrée cette fois-ci, hein, si la vidéo précédente présentait à la fois l'espace, disons, la pluralité de l'espace-temps dans lequel se compose le cycle du sang et des promesses, évoquer la guerre du Liban. Nous allons continuer, si vous voulez, de concentrer notre étude maintenant plus strictement, ce qui ne veut pas dire que je n'évoquerai pas certaines choses qui ont été dites dans la vidéo précédente, plus strictement sur l'étude de la pièce que vous avez au programme, donc en IB et à ma connaissance en maturité, peut-être au baccalauréat, je ne sais pas, vous me direz. Voilà. Alors, le projet, mon idée, c'est d'essayer de vous proposer une étude la plus exhaustive possible de la pièce, alors, sachant que l'exhaustivité absolue est une chose compliquée. J'ai porté beaucoup d'études complémentaires, d'où d'ailleurs le changement de cadre, hein, parce que tout simplement ça m'a pris un peu de temps. Alors l'exhaustivité absolue, elle est a priori impossible, si vous voulez. Donc, si d'autres thématiques me viennent à l'esprit, ou si vous, que vous soyez en IB, en maturité ou en bac, si tant est que vous étudiez la pièce, et que vous voulez que j'intervienne sur certaines choses, vous n'hésitez pas à me le dire, voilà, m'envoyer un email. Et moi, dans la mesure du possible et du temps qui m'est imparti, j'essaierai d'apporter des réflexions complémentaires. Alors, l'idée ici, ça va être aussi, j'explique, parce que je vais essayer de faire plaisir un peu à tout le monde. Ça va être alors, pour les élèves qui sont au baccalauréat international, je vais essayer de mettre certaines thématiques de la pièce en corrélation avec d'autres œuvres que vous avez à l'étude, notamment la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen, Une maison de poupée, et peut-être le roman à portée autobiographique de Mercè Rodoreda, la place du diamant, parce que au baccalauréat international, la dissertation consiste en une étude, disons, comparatiste. Donc je vais peut-être poser ici et là quelques pistes d'études que vous pourriez, complémentaires que vous pourriez mener. Quant aux études, disons, plus traditionnelles de littérature, telles que vous le faites en maturité et au baccalauréat, je vais essayer d'intégrer aussi une certaine esthétique de la pièce dans une histoire littéraire et disons dans une histoire de la littérature. Alors le but aussi de mon étude exhaustive, c'est d'essayer d'entrer dans des formes peut-être un peu plus discrètes et un peu plus complexes que celles auxquelles, disons, vos recherches interactives vous ont déjà mené. Bon, par exemple, le thème féministe, qui est tout à fait relatif d'ailleurs à mon sens, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, comme on peut le trouver dans la maison de poupée ou comme on peut le trouver ici dans l'incendie des femmes en lutte. Eh bien, bon, c'est une thématique que généralement vous avez su développer, et vous avez su, elle est assez claire, et vous avez su la développer par vous-même. Donc j'insisterai assez peu dessus. J'insisterai peut-être davantage sur la parabole romaine et sur le mythe de Romulus et Rémus, qui lui est plus discret et peut-être plus complexe, vous voyez, par exemple. Voilà. Alors,
Euh, la cellule, disons la vidéo précédente, le groupe de vidéos précédentes, essayait de placer la pièce dans une vision d'ensemble, à la fois des contextes doubles d'écriture, c'est-à-dire le moment où c'est écrit et ce dont ça parle, et aussi de bien situer, et ça c'est peut-être important pour les jeunes de maturité, notamment pour les jeunes de l'IB aussi, mais peut-être plus pour ceux qui travaillent dans le cadre d'une histoire littéraire, de bien comprendre que incendie est une partie d'un tout plus vaste. Ce qui fait qu'il peut y avoir des difficultés à en percevoir la dimension tragique. Or, la pièce est évidemment tragique en termes de veines. Voilà. Il y aura tout un chapitre consacré aux veines au pluriel et aux formes, disons, dans l'incendie, mais on ne saurait perdre de vue, comme j'ai vu dans certains commentaires bac que j'ai suivis un peu en préparation de ces vidéos, il m'apparaît extrêmement faux de débattre la dimension tragique de la pièce. La pièce, elle est inspirée par la grande tragédie antique et elle est de toute évidence tragique. Il se passe que, dans un principe, comme j'évoquais précédemment, échylien, la tragédie, elle est plus ample. Et du coup, d'où l'importance de percevoir que Incendie est une partie d'un tout plus vaste pour justement en comprendre la dimension tragique. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Incendie forme un tout, mais pour autant, vous n'avez pas accès à tout. Voilà. Donc, et oui, contrairement à ce que j'ai lu, il y a une catharsis finale. Et de toute façon, je pense que nous gagnerions tous ensemble à bien redéfinir ce que nous définissons justement comme tragédie et à comprendre aussi, ça mes chats, c'est important, c'est très bien d'avoir une histoire littéraire claire. Voilà. 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle, le réalisme, le romantisme, le classicisme, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà. C'est très bien d'avoir des définitions de ce que serait la tragédie dite classique telle qu'on la conçoit au XVIIe siècle. Pour autant, il ne faut pas ranger les écrivains dans des placards et dans des tiroirs. Voilà. Ça n'est pas parce que ça ne correspond pas exactement à une définition de cours qu'on vous aurait donnée, de type, pour que ce soit une tragédie, il faut qu'il y ait ça, ça, ça et ça, que ce n'en est pas une. Voilà. Parce que, et c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer dans le groupe de vidéos précédentes, et bien même les grands classiques, tels qu'ils ont été définis par d'autres d'ailleurs, pas par eux-mêmes, voilà hein, ça j'ai déjà expliqué. Mais au fond, si vous regardez au fond de leur œuvre, eux aussi, ils cherchent la singularité de l'auteur. Hein, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on lit encore Racine? Qu'est-ce qui fait qu'on lit encore Shakespeare, Conrad, Zola, Steinbeck, Voltaire, bref, qui vous voulez? C'est qu'à un moment donné, ils ont touché à quelque chose de singulier. Voilà. Ils sont eux et personne d'autre. Voilà. Et Voltaire, c'est Voltaire, Rousseau, c'est Rousseau, Zola, c'est Zola, Racine, c'est Racine, Shakespeare, c'est Shakespeare, et personne d'autre. Voilà. Donc, attention à ne pas ranger les écrivains dans des boîtes. Quoi. Voilà. Vous n'aimeriez pas être rangé dans une boîte. Hein, vous n'aimeriez pas qu'on dise il était de la première moitié du 21e siècle, donc il pensait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Non. Je veux dire, chacun d'entre nous a ses singularités. Voilà. Et donc, c'est pareil pour les écrivains. Les écrivains sont des gens, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Comprendre que la pièce s'insère dans un tout qui est plus vaste et ne pas chercher à ranger l'écrivain, surtout un écrivain extrêmement contemporain. On redéfinira ensemble ce que c'est que l'art extrêmement contemporain et les débats esthétiques, on pourra en poser quelques lignes, voilà, et surtout bien comprendre qu'Incendie est une partie d'un tout plus vaste, voilà, et que oui, c'est une tragédie, voilà.
Mais c'est une tragédie qui fait appel également à plusieurs veines. Alors, attaquons dès maintenant l'étude de l'œuvre. Et dans un premier chapitre, alors je sais euh, que j'avais dit que j'ouvrirais sur la portée universelle. Mais comme je vous ai dit, j'ai porté quelques études complémentaires, j'ai changé un peu le plan. Et de manière un peu plus classique, je vais commencer tout simplement par le titre, incendie au pluriel. Quels sont ces incendies? De quels incendies est-ce qu'il est question? Et en quoi ceci est à mettre en corrélation de manière plus profonde avec, donc ce sera le titre de mon premier chapitre, imaginaire au pluriel du feu. Qu'est-ce que c'est le feu? Selon Gilbert Durand, selon l'anthropologie de l'imaginaire, dans notre inconscient collectif. Et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est un incendie, en fait? Voilà. Qu'est-ce que c'est un incendie? Et quel sens profond, intériorisé et psychanalytique est-ce que l'image de l'incendie évoque pour chacun d'entre nous? L'évocation du mythe trouve sa source dans les tabous originels d'un imaginaire anthropologique. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je tiens ça de l'anthropologue Philippe Descola, et je vais principalement m'appuyer ici sur des travaux d'études préhistoriques, d'anthropologie, et pour faire le lien avec la littérature, sur les travaux de Gilbert Durand, notamment un texte que je pense que tout le monde devrait avoir lu, Anthropologie de l'imaginaire, de Gilbert Durand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'évocation du mythe trouve sa source dans des tabous originels d'un imaginaire collectif, en fait, anthropologique. J'ai essayé d'expliquer ça dans la première vidéo. Fondamentalement, la tragédie antique, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, même si on pourra considérer que c'est une interprétation freudienne que je porte ici, mais je ne pense pas que Échille, Euripide et Sophocle me contesteraient. Elle évoque les grands tabous, les grands interdits humains, en fait. Et si vous observez, donc, par exemple, notamment celui qui est évoqué dans Incendie, c'est l'inceste. En fait, ces grands tabous humains, l'étude anthropologique et les réflexions préhistoriques présupposent que c'était là depuis très très longtemps. L'inceste est un tabou. Et du coup, c'est un... À quoi est-ce qu'elle sert, la tragédie antique, disons la tragédie athénienne, à provoquer chez le citoyen la terreur et la pitié. Voilà. Pour qu'ils comprennent qu'il y a des grands interdits immuables, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous les faites, vous mettez... c'est toute la collectivité que vous mettez en péril, en gros. Nous, si vous voulez, les textes les plus anciens que nous ayons, disons, on va dire, pour ce qui touche à l'Occident, l'Iliade, l'Odyssée, les tragédies antiques, en réalité, c'est assez tardif dans l'histoire de l'humanité. Et l'humanité, elle a raconté des mythes, elle a raconté des légendes bien avant de pouvoir les écrire. Qui plus est, là je vous renvoie aux recherches des préhistoriens modernes et de l'anthropologie moderne. En tant qu'Homo sapiens sapiens, et je rappelle
que nous sommes tous, hein, indépendamment de notre religion, de la couleur de notre peau, de notre culture. Nous sommes tous Homo sapiens sapiens, nous sommes tous le même type d'homo. Voilà, hein. On entendrait de plus en plus des discours qui consisteraient à contester cela. Alors c'est sur le plan biologique, hein, c'est incontestable. Nous sommes tous nous venons tous d'Homo sapiens sapiens. Et donc, nous venons tous a priori d'un petit groupe d'individus. Qui plus est, la recherche contemporaine montre qu'Homo sapiens sapiens a failli disparaître au centre de l'Afrique et qu'il aurait fui une sorte de réchauffement climatique vers l'Afrique du Sud, et que c'est là qu'il aurait régénéré sa population. Alors ça se passe sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années, mais théoriquement, alors vous savez qu'en termes de préhistoire, on ne peut avoir que des théories, mais une des théories modernes et les plus solides, c'est que nous venons tous d'un très petit groupe d'individus, peut-être 2 ou 3 000 individus. Hein. Et ces 2 ou 3 000 individus, à partir du moment où ils arrivent à domestiquer le feu, ça je vais revenir là-dessus, puisque la question des imaginaires du feu va être abordée dans cette première cellule, et bien à partir du moment où ils arrivent à domestiquer le feu, on pense que le soir, ils se racontent des légendes, ils se racontent des histoires. Voilà. Et certaines de ces histoires, je veux dire, Pierre et le loup, le petit chaperon rouge, elles mettent en garde en fait. La fonction de la fiction, c'est souvent la mise en garde, et la mise en garde, oui, il ne faut pas commettre les grands tabous irréparables. Voilà. Et celui que vous avez ici dans la pièce, c'est le tabou de l'inceste. Et le tabou de l'inceste, on pense aussi que c'était un tabou chez nos ancêtres préhistoriques. Hein. On pense que la tribu fonctionnait avec plusieurs clans. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé, notamment avec l'étude des populations indiennes, autochtones, pardon, d'Amérique du Nord, alors qui ne fonctionnent pas exactement. Elles ont leur système a évolué, évidemment, hein, mais la construction de leur clan autour de la tribu, on pense que c'est un très très vieux système, et une des théories actuelles les plus solides, c'est que justement, eh bien, dans certaines tribus, c'est les hommes qui quittaient les clans pour aller épouser des femmes d'autres clans, et que dans d'autres tribus, c'était les femmes qui quittaient les clans pour aller épouser des hommes d'autres clans, justement pour éviter l'inceste. Donc l'inceste est un très 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 vieux tabou. C'est un tabou bien avant qu'il n'ait été écrit par les Grecs. Voilà. Et comme nous venons d'un petit nombre d'individus, il existe une anthropologie de l'imaginaire. Par exemple, puisqu'ici nous allons évoquer les imaginaires du feu, on pourrait le faire avec les imaginaires de la nuit, mais c'est les imaginaires du feu qui nous intéressent ici. Eh bien, dans un grand nombre de cultures humaines, disons humaines, il y avait plusieurs types d'homo. Homo sapiens sapiens, vous savez qu'Homo sapiens, il a inconsciemment exterminer les autres types d'homo. Hein, voilà. Il y avait plusieurs types d'homo qui ont vécu à la même période, et c'est Homo sapiens sapiens qui s'est répandu partout sur le globe. Là aussi, hein, la préhistoire, tout type d'homo confondu, si vous avez 50 000, 100 000 individus, c'est un maximum, hein, à l'échelle planétaire. Hein. Donc vous voyez, très peu de gens ont consolidé un imaginaire collectif, ce qui explique qu'il existe une anthropologie de l'imaginaire, surtout dans les grands schèmes, voyez, notamment les forces élémentaires, le feu, l'eau, la terre, l'air, le ciel, dans un très très grand nombre de cultures humaines. Quand vous cherchez à vous adresser aux dieux, vous regardez plutôt en haut, et quand vous cherchez à vous adresser aux morts, vous regardez plutôt en bas.
Voyez. Par exemple, puisqu'on est sur l'imaginaire du feu, le soleil comme Dieu fondamental, comme Dieu primordial, comme énergie de vie, eh bien vous retrouvez ça chez les populations amérindiennes, voilà, notamment chez les Iroquois, et vous retrouvez ça chez les anciens Grecs, Apollon, Hélios, voilà. Donc il faut déjà poser ça, c'est un schème fondamental en fait, les imaginaires du feu. Et il n'y a pas qu'un seul feu, il y a plusieurs formes du feu. La domestication du feu est une étape fondamentale de notre développement en tant qu'homo. On pense 300 000 ans avant Jésus-Christ. Domestication du feu. C'est-à-dire, attention, la domestication, ce n'est pas la capacité à le faire, c'est la capacité à le récupérer et à l'isoler, et à le domestiquer. Parce qu'on pense que pour ces hommes premiers, le feu est un dieu, hein, puisque a priori ils sont animistes. Donc toute énergie, toute forme, toute chose est vivante, et surtout dans un animisme absolu, est vivante sur un plan d'égalité. Voilà. Donc le feu a une âme, il a une puissance, c'est un dieu. C'est un dieu dangereux. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez le domestiquer. Et si vous le domestiquez, alors il devient le feu de la connaissance. Alors il devient la lumière qui éclaire dans la nuit. Voilà. Il devient la lumière qui éclaire l'obscurité. Puisque certains d'entre vous font de l'histoire littéraire, vous avez étudié les philosophes des Lumières, vous avez étudié le grand courant esthétique et intellectuel, disons, qui traverse la deuxième moitié du XVIIIe siècle, jusqu'au romantisme, qui en est une évolution d'ailleurs, qu'on appelle le rationalisme des Lumières. Et justement, les Lumières, leur métaphore, c'est le feu domestiqué qui éclaire l'obscurité ou l'obscurantisme, voilà, hein, religieux. Et donc, il y a bien sûr un imaginaire... je ne veux pas dire positif, parce que vous savez que j'ai horreur quand vous rangez les trucs en positif et en négatif, mais disons, il y a un imaginaire favorable du feu, parce que le feu implique la lumière, et la lumière est nécessaire à la vie. Voilà, là, les hommes premiers l'ont compris, sans être de grands astrophysiciens. Ils ont compris que sans le soleil, rien ne pousse. Hein. Que vous avez besoin de sa chaleur, que sa chaleur, elle peut être réconfortante, elle peut vous permettre de survivre à l'hiver. Mais quand ce feu devient trop puissant, alors il devient dangereux. Et donc il y a un deuxième pendant, c'est que ce feu, cette énergie que vous êtes parvenu à domestiquer, et vous avez là derrière tout un imaginaire de la civilisation, hein, la flamme de la connaissance. Voilà, la domestication du feu. Les vestales. J'évoquais les mythes romains. Nawal évoque Rea Silvia. Et Rea Silvia est une vestale dont la mission était de s'assurer que le feu sacré de la cité ne s'éteint jamais. Donc vous voyez, le feu domestiqué, lorsqu'il n'est plus contrôlé, parce que c'est une puissance, le feu, qui peut devenir incontrôlable et incontrôlé, alors il devient l'incendie. Il devient la force incontrôlable qui se propage en causant des dégâts terribles et en causant la mort. Et juste parce que vous savez que ça aussi c'est une chose qui est importante. Je pense que les gens je pense qu'il faut... C'est peut-être un peu difficile à comprendre à 15, 16, 17, 18 ans. Une métaphore, elle est puissante parce qu'elle s'ancre dans le réel. Voilà. Rappelez-vous, il y a quelques années,
Nous qui sommes en pleine période de crise climatique et d'inquiétude quant au réchauffement climatique qui touche d'ailleurs particulièrement votre génération, rappelez-vous de ces méga-feux qu'il y a eu au Portugal, en Espagne, en Grèce, chez moi en Gironde. Alors nous, la Dordogne, nous avions été épargnés, mais pour vous dire la dimension colossale du méga-feu qui a touché toute la région des Landes, c'est des forêts de pins en plus, vous imaginez. En Dordogne, c'est-à-dire à plus de 80 km du feu quand même, on s'est réveillé un matin, et vous aviez un brouillard de fumée qui était arrivé jusqu'à nous. Donc, même nous qui sommes, enfin, qui prétendons en tout cas être arrivés à un certain pinacle de civilisation technologique, eh bien, vous voyez les grandes puissances élémentaires, parfois nous en perdons le contrôle. Et là, c'est l'incendie, c'est le feu de forêt, ça ravage tout sur son passage, et c'est absolument incontrôlable. Et donc, c'est ce double imaginaire, si vous voulez, qui est présent dans l'œuvre. Alors, je souligne à votre attention, j'ai aussi une bête définition Larousse, que dans une langue classique, puisque nous évoquions justement Jean Racine, au figuré l'incendie ou les incendies, eh bien, ça peut définir une explosion des passions et des sentiments violents. Dans le cadre du texte que vous avez à l'étude, on pourrait voir derrière, je le mets au conditionnel parce que j'en suis que moyennement convaincu, mais au fond, je vous le donne. Voilà. On pourrait y voir aussi une métonymie du feu de la guerre. Alors, si on veut aller dans ce sens-là, l'incendie dont il est question, pour le coup, il évoque très directement la tragédie antique, c'est quand la cité prend feu. Et alors évidemment, les anciens Grecs, les Athéniens en l'occurrence, puisque le théâtre participait d'une tradition religieuse chez eux. Eh bien, si vous voulez, la destruction de la cité, les Grecs ont mis feu à Troie. La destruction de la cité, c'est représenté par les flammes. Et donc eux vivaient dans des cités-États. Nous vivons dans des cités-nations, si vous voulez. Nous vivons dans des nations un peu plus vastes que les leurs, en termes, si vous voulez, d'espace. Et ici, en l'occurrence, la cité, c'est le Liban. Et l'incendie, ou les incendies, sur le plan de la métaphore militaire, c'est ici les incendies qui sont causés par la guerre civile. Je vous rappelle que c'est là quelque chose de très, très important. Je vais peut-être faire une petite cellule particulièrement là-dessus. Il ne s'agit pas d'une guerre, il s'agit d'une guerre civile. C'est pire, parce que dans une guerre civile, les frères s'entretuent. Dans une guerre civile, les membres de votre propre famille peuvent se retrouver dans le camp d'en face. Et ainsi, métaphore sublime de la guerre civile elle-même, comme j'expliquais précédemment, le fils est devenu l'ennemi de la mère et le fils viole la mère. Voilà. Donc, il y a cette idée de quelque chose d'incontrôlable, de quelque chose qui se propage et que vous ne pouvez plus contrôler. Voilà. Vous l'aviez initialement domestiqué, vous pouvez le domestiquer, vous pouvez même le produire, mais vous pouvez perdre le contrôle des grandes puissances élémentaires. J'évoque un autre phénomène que peut-être vous avez étudié. Alors, pour moi, c'est du vécu, peut-être pour vous, c'est de l'histoire. Le tsunami de 2004. Le tsunami, là pour le coup, c'est la force de l'eau, absolument puissante. Une sorte de tremblement sismique souterrain qui a provoqué ces vagues immenses qui ont tout rasé sur leur passage. Voilà.
C'est-à-dire que nos civilisations peineront toujours à contrôler la puissance de la nature. Et d'ailleurs, c'est un thème qui est assez important pour nous aujourd'hui, qui sommes en pleine problématique climatique, si vous voulez. C'est l'idée que malgré la technologie qui est la nôtre, si nous mettons en colère Gaïa, si nous mettons en colère la terre fondamentale, la terre-mère, alors notre technologie ne nous servira à rien, ça se retournera contre nous. Voilà, donc j'évoquais notamment les méga-feux qu'il y a eu. Mais regardez celui qu'il y a eu à Los Angeles. Regardez la dimension de destruction. Et on est en train de parler des États-Unis, c'est-à-dire que sur le plan de l'administration, de la technologie, de la capacité à résister normalement à cette force terrible, eh bien, on s'attend à ce que cette nation de l'Occident soit prête. Elle ne l'est pas. Vous voyez ? Parce que l'incendie, c'est la puissance du Dieu lorsqu'il échappe à la volonté humaine de domestication. Voilà. Et donc, il faut avoir cette grande clé imaginaire. Parce que c'est pour ça que la puissance de cette métaphore nous parle. Donc, l'incendie, les incendies, comme métonymie du feu de la guerre, et de la pire des guerres, de la guerre entre frères, entre pères, entre mères, entre fils, entre cousins, celle dans laquelle ça peut être les vôtres qui sont dans la tranchée d'en face, celle qui est aveugle aussi, hein, et qui tue volontiers femmes et enfants. Voilà. La terrible guerre civile, bien sûr, qui se propage et que vous n'arrivez plus à contrôler. Voilà. Et alors, évidemment, toujours aussi dans cette vision de la tragédie échilienne, si vous voulez, vous avez la double dimension. C'est un feu incontrôlable, aussi sur le plan intérieur, hein, puisqu'on a dit qu'il y a cette double définition, hein, je vous rappelle, grand feu qui se propage en causant des dégâts, et au figuré, explosion de passion et de sentiments violents, eh bien l'incendie, il se propage au sein de la famille, au sein du cœur humain, et peut-être depuis un événement tragique, originel, que nous essaierons de définir ensemble, mais qui est un petit peu plus complexe à définir qu'on pourrait le croire. Ainsi, nous allons continuer cette réflexion sur les incendies. Nous allons voir comment les incendies, au pluriel, organisent la pièce. Donc maintenant que j'ai développé cette question de l'imaginaire du feu, je vais me concentrer sur quelque chose qui est important, qu'on ne fait pas assez à mon sens, l'organisation générale de l'œuvre, hein, comment les incendies, donc un imaginaire du feu destructeur, organisent, même ils ne ponctuent pas, ils organisent l'œuvre. Et du coup, je vais me concentrer dans un deuxième chapitre sur la construction narrative. Juste avant de me concentrer sur la construction narrative, un petit point de comparaison, comme j'avais dit, justement sur ces imaginaires anthropologiques du feu. Vous avez ici un point particulièrement intéressant pour ceux qui sont au baccalauréat international, avec la maison de poupée. Dans la maison de poupée, chaque fois que Nora a peur, vous savez que là aussi, il y a une sorte c'est un drame bourgeois. Là aussi, vous avez un événement, une faute originelle qui va conduire, alors ici non pas à la tragédie, mais au drame, parce que pour Henrik Ibsen, nous sommes des individus et nous pouvons contrôler notre destin, notre destinée. C'est vraiment l'idéologie de l'époque, hein. Là aussi, pour le coup, un héritage des Lumières. Nora, quand elle a peur, elle se tourne vers le foyer de la cheminée.
Voilà. Anthropologiquement, dans la maison de poupée, vous avez l'idée de ce feu domestique qui protège et qui rassure face à un extérieur nocturne et dangereux. Qui est celui de la rue vers lequel elle va à la fin et qui est celui de la nuit et du froid puisque je rappelle que ça se passe la maison de poupée donc le drame est condensé sur 3 jours lors des fêtes de Noël donc 24, 25 et 26 décembre. Alors vous imaginez bien, et qui plus est donc le dernier acte a lieu alors qu'ils reviennent de la fête de leurs amis, donc ça a lieu la nuit du 26 décembre. C'est la nuit du 26 décembre que Nora Elmer décide de quitter son mari, d'abandonner, disons. Alors, je ne sais pas, pour la définir, quitter, abandonner. D'abandonner son mariage, son mari et ses enfants, et elle le décide en Norvège la nuit du 26 décembre. Voyez et ponctuellement dans la pièce, on la voit souvent se rapprocher du foyer de la cheminée, voyez du poêle en fait, du poêle rassurant, du feu domestique, du feu domestiqué par l'intérieur bourgeois, qui est la prison qui protège, voyez et le dehors, l'extérieur, c'est la liberté, mais c'est aussi le danger. À rebours, observez que dans l'incendie, le lieu qui protège, attendez, je vais noter ça dans un coin, le lieu qui protège l'individu, c'est le Canada. Et le Canada, dans notre imaginaire, c'est plutôt un endroit froid. Voilà. Et Jeanne et Simon, tant qu'ils sont au Canada, ils sont protégés, mais il leur manque une partie de qui ils sont. Il leur manque une partie de leur origine. Ils ne pourront devenir Janan et Sarwal, c'est-à-dire leur nom véritable, que quand ils iront chercher cette origine. Mais pour aller chercher cette origine, pour aller chercher cette vérité de l'origine, il faut se mettre en danger et il faut aller vers le pays solaire, le Liban métaphorique, mais qui est le pays du feu et qui est le pays de tous les incendies. Donc vous avez ici une opposition sur le plan imaginaire que là j'évoque en 5 minutes, mais qui est fondamentalement intéressante. Observez tant qu'à faire, puisqu'on est sur les liens que vous pouvez faire entre la maison de poupée, les liens un peu complexes, pas ceux que vous avez déjà fait, de la femme qui se révolte et de la femme qui combat, disons, pour son droit à l'individualité, pour son droit à l'identité, enfin bref, pour tout ce que vous voulez. La révélation, c'est un grand leitmotiv littéraire. Malheureusement, on ne le fait plus, mais il y a quelques années encore, on étudiait un fabuleux roman épistolaire de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle Les Liaisons dangereuses. Et alors, c'est un imaginaire littéraire extrêmement important. La révélation passe par une lettre qui a été retrouvée, un document qui est caché, quelque chose d'écrit que vous allez donner et qui va révéler la vérité. Ainsi, dans les liaisons dangereuses, la marquise de Merteuil est confondue par la divulgation de sa correspondance libertine. Ainsi, le couple Elmer explose lorsque l'avoué Kronstadt fait valoir la preuve écrite du faux en écriture. Ainsi, la mission de la quête est donnée aux jumeaux Jeanne et Simon par un document testamentaire et 2 lettres qu'ils doivent donner à leur frère Niad, à leur père Abou Tarek, qui est le même
individu, hein, et la révélation sera faite par la lettre, et la parole finale de Nawal, elle sera également dispensée dans l'Ultime Testament. Donc vous avez cet imaginaire des lettres. Je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être étudient Edgar Allan Poe. Vous avez cette nouvelle avec le chevalier, l'ancêtre de Sherlock Holmes, la lettre volée. La vérité est cachée dans une lettre, et personne n'a détruit cette lettre. Bon, c'est un système littéraire qui est très ancien, et que vous pourriez ponctuellement proposer à comparaison dans un papier 2. Oui, autre petit point rapidement, on a évoqué la réflexion sur une anthropologie de l'imaginaire, si vous voulez. Moi, quand j'avais votre âge, la construction qui était évoquée, c'était l'inconscient de l'auteur. Je pense que par-delà l'inconscient de l'auteur, il y a l'inconscient de l'imaginaire humain. Il y a les grands schèmes fondamentaux qui nous construisent. Je reviendrai d'ailleurs sur l'image, là encore fondamentalement anthropologique, de la terre-mère. Je reviendrai là-dessus quand on évoquera le personnage de Nawal, Rhea Silvia, gardienne du feu, etc. Très rapidement encore, vous allez trouver, c'est une petite parenthèse que je me permets, vous allez trouver de plus en plus, et c'est un discours que l'on retrouve, qui est à mon sens un discours qui est à la fois anthropologiquement et biologiquement faux. Vous allez trouver de plus en plus un discours qui va évoquer les neurosciences, qui va évoquer le développement personnel, et qui consiste à dire que notre dopamine, notre endorphine, c'était beaucoup mieux du temps où on était des chasseurs-cueilleurs. Voilà. Et qu'au fond, ce serait démontré par les neurosciences. Vous savez, c'est comme quand on vous dit selon une étude, qu'on ne vous dit pas l'étude. Voilà, hein, voilà, qu'on se prétende neuroscientifique et qu'on ne l'est pas. Voilà, ou que du moins on n'est pas un grand neuroscientifique. Vous allez trouver de plus en plus cette idée que, en fait, l'ordre civilisationnel qui est le nôtre, la vie en communauté, la sédentarisation, nous aurait déliés de cet état originel de chasseurs-cueilleurs dans lequel nous étions super heureux, et qu'en fait, fondamentalement, nous sommes faits pour ça parce que ce serait une évolution récente. Alors, ce serait une évolution récente qui a quand même à minima 14 000 ans. Voilà. On est en 2025, on date le début de la sédentarisation autour de 12 000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, 12 000 avant Jésus-Christ, 2025, ça fait 14 000 ans. Voilà. Donc allez, on va dire 10 000 ans. Voilà. Allez, ça fait 10 000 ans quand même qu'on vit de manière sédentarisée. Donc je pense que morphologiquement, on s'y est habitué. Voilà. Deuxième point, je me permets de rappeler, donc les chasseurs-cueilleurs, pour ceux qui veulent y retourner, l'espérance de vie, c'est 35 ans. Voilà. Donc a priori, au bon vieux temps des chasseurs-cueilleurs, Bibi, 43 ans, il n'est plus là. Voilà. Alors, moi, vous voyez, il s'avère que je suis assez content de vivre. Et alors, notre civilisation technologique, elle est imparfaite, mais quand même, je dirais que depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que depuis qu'on a admis que la maladie, elle ne venait pas de l'intérieur de l'individu, qu'on a arrêté de saigner les gens, mais qu'on a compris que ça venait de bactéries extérieures, on a largement augmenté l'espérance de vie de l'individu. Voilà. Donc, peut-être que les chasseurs-cueilleurs, ils étaient plus alignés avec la dopamine et l'endorphine et là, je ne sais pas trop quoi, tamine. Espérance de vie, 35 ans. Voilà. Beaucoup d'ossements qui sont découverts et qui sont étudiés sont des ossements d'adolescents. Hein. Voilà.
15 ans, 16 ans, 17 ans, votre âge, quoi. Hein. Donc, bon, voilà, je souligne à votre attention qu'on peut avoir sur ces théories-là un doute tout à fait réprobateur. Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, à nos moutons. Les incendies organisent la pièce et je vais réfléchir avec vous la structure et la construction narrative maintenant de l'œuvre. Je sais que je ne devrais pas, mais je vais faire quand même. Parce que vous, c'est mes vidéos et je fais ce que je veux, mes chats. Voilà. Et libre à vous d'écouter ou de ne pas écouter. Hein, mais de la même façon, libre à moi de dire ce que je pense. Une petite dernière quand même sur les chasseurs-cueilleurs qui étaient super heureux de vivre jusqu'à 35 ans. En fait, les chasseurs-cueilleurs, je tiens à souligner ça à votre attention, ils ne pouvaient pas être autre chose que des chasseurs-cueilleurs. Parce que nous avons été chasseurs-cueilleurs pendant une période de glaciation, voilà, qui s'appelle d'ailleurs l'ère glaciaire. Et si vous prenez le paysage que vous avez en face de vous, là, de forêt, du temps de l'ère glaciaire, c'est que de la steppe. Sur laquelle vous allez avoir du mal à faire pousser quoi que ce soit. Vous voyez, tout le nord de l'Europe est sous la glace. Et en fait, il y a un événement qui est conjoint quand même, c'est le début de la sédentarisation. Il est plus ou moins connecté à la fin de l'ère glaciaire. Voilà. Et c'est-à-dire un climat de fin de glaciation qui est le climat que nous connaissons aujourd'hui. Et sur lequel il est beaucoup plus facile de faire pousser des trucs et puis d'élever du bétail. Voilà. L'ère glaciaire, le grand lion gris d'Europe, les mammouths, c'est pas évident à domestiquer un mammouth. Voilà. C'est pas, voilà. Les chèvres, c'est mieux. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Donc si vous avez la disparition de certains de ces très grands animaux, à mon sens, n'étaient pas fastoches à domestiquer. Donc voilà, donc les gens, en fait, l'humanité, dès qu'elle a pu, elle a cessé d'être chasseur-cueilleur. Voilà. Et elle s'est protégée dans des ensembles sédentarisés. D'ailleurs, les chasseurs-cueilleurs passent pas leur temps à tracer, voilà, ils vivent dans ce qu'on appelle une sorte de semi-sédentarisation. Hein, vous avez a priori un camp d'hiver et un camp d'été. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous pouvez vous protéger des dangers extérieurs, c'est con, mais vous le faites. Vous voyez j'imagine, là, regardez, vous êtes en train de regarder ma vidéo, vous êtes bien peinard chez vous, vous êtes fait un petit café, un petit thé chaud, un petit ce que vous voulez, hein, je ne porte pas de jugement. Et vous êtes benaise. Vous êtes benaise, vous êtes au chaud. Hein, vous êtes vous-même dans ce foyer du feu protecteur quelque part. Alors qui chez nous va être le chauffage au sol, qui chez nous va peut-être plus passer par le radiateur, si vous voulez, que par la cheminée, hein, qui a longtemps eu, j'insiste, autrefois. Donc voilà. Donc, vous m'avouerez qu'on y est mieux que dans une tente en peau de bête. Voilà, et que vous voyez, votre espérance de vie, si vous déconnez pas trop, a priori c'est 80 piges. C'est sympa, c'est sympa. C'est quand même, c'est 2 fois plus à minima que la vie du chasseur-cueilleur. Voilà, qui dès qu'il a pu a cessé d'être un chasseur-cueilleur. Voilà, c'est-à-dire non pas il y a 2 siècles et demi, mais il y a 14 000 ans. Voilà, donc le corps s'est habitué à cet état. Hein, voilà. Autre petit point rapide, le Canada. Le Canada, c'est cet espace froid. Imaginez cette civilisation un peu américaine moderne, froid et aseptisé peut-être, qui vous préserve, enfin en tout cas qui préserve nos personnages. Et qui les met à l'écart des passions destructrices du pays des origines. Néanmoins, pour cesser d'être Jeanne et Simon, et pour atteindre cet autre point du polygone qui manque, et donc pour comprendre que tout en étant Jeanne et Simon,
on est aussi Janan et Sarwan, eh bien, il faut avoir le courage de mener cette quête des origines dans ce pays des origines pour se comprendre. Mais il y a l'idée très forte, héritée justement d'Oedipe, que cette quête est dangereuse. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, c'est d'ailleurs le contrepoint que prend la dernière pièce, Ciel. Dans Ciel, il y a l'idée que, justement, en contrepoint des trois pièces précédentes, il y a des vérités qu'il faut peut-être mieux pas savoir. Peut-être qu'on est bien dans une certaine ignorance. Peut-être que on doit retenir la leçon d'Oedipe et, comme j'ai expliqué, ne pas croire qu'on va pouvoir admettre certaines choses terribles trop vite. N'oubliez pas, ce n'est pas la révélation qui détruit, c'est la vitesse à laquelle elle percute. Et alors c'est extrêmement intéressant et ça montre aussi à quel point cette œuvre et ce cycle du sang des promesses, il est en réflexion sur lui-même. C'est très fort, je trouve, cette dimension d'un écrivain qui dit certaines choses en 97, 2003, 2006 et qui, en 2009, qui a changé, qui a évolué, qui a réfléchi et qui dit ok, j'ai dit ça, mais tiens, j'insiste, hein, la nuance. Je souligne à votre attention que peut-être je me suis trompé, qu'il y a d'autres possibilités, qu'on n'est pas tous également armés face à la violence de certaines révélations. Déjà, certains d'entre nous, s'ils partent à la quête de leurs origines, vont devoir affronter des révélations plus dures que d'autres. Vous voyez, moi par exemple, il n'y a pas dans la quête de mes origines de révélations véritablement... que je sache. M'aurait-on menti a priori, il n'y a rien d'extraordinairement violent qui m'attende, mais pour d'autres, il y a. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un bon copain à Bordeaux qui a découvert il y a une dizaine d'années, hein, donc quand on avait un peu plus d'une dizaine d'années, quand on avait à peu près 30 piges, que sa mère elle avait eu une autre vie et puis qu'il avait des demi-frères et des demi-sœurs et on lui a caché jusqu'à ses 30 ans. Voilà. Et je peux vous dire que ça a été rude comme révélation et qu'il n'y était pas préparé. Donc on n'est pas tous égaux face à la révélation qui nous attend et on n'est pas tous égaux face à notre capacité à la recevoir au sens où on ressent on est capable d'encaisser le choc. Et pour Wajdi Mouawad, tout dépend de la vitesse à laquelle le choc arrive. Et dans le ciel, il souligne, il prend le contre-pied. Il dit peut-être il ne faut pas. Peut-être vous ne devriez pas. Il y a des vérités qu'il faudrait peut-être ne jamais savoir. Voilà. Et si vous voulez y aller, préparez-vous. Voilà. Faites pas la même erreur qu'Ayrton Senna. Arrivez pas à 260 dans le virage. Voilà. Si Ayrton Senna il était arrivé à 20 km/h dans le virage, il aurait perdu la course, mais il n'aurait pas perdu la vie. Vous voyez, c'est toute cette idée-là qu'il faut garder en tête. Alors, rapidement, parce que ce n'est pas non plus un truc extraordinairement compliqué, la construction narrative, la question de la modernité dans le théâtre. Alors bon, bien évidemment, si vous étudiez une pièce contemporaine, vous devez sortir du schéma extrêmement traditionnel de l'organisation du théâtre, qui était celle de Molière, de Racine et Shakespeare. Il n'y a pas à proprement parler de division en actes. Néanmoins, observez que la pièce est organisée en incendies, hein, et que ce sont tous évidemment des incendies intérieurs. Premièrement, vous avez l'incendie de Nawal. Ensuite, vous avez l'incendie de l'enfance. Ensuite, vous avez l'incendie de Janan. Puis l'incendie de Sarwan. Donc, sans qu'on vous dise à proprement parler, c'est une tragédie en 4 actes. Vous avez 4 incendies qui vont rythmer
la pièce. Donc l'incendie de Nawal, c'est celui qui démarre à sa mort, et c'est le notaire Hermine Lebel qui donne un peu par voie testamentaire, hein, par imaginaire de la lettre, il donne la quête. Voilà, hein, un peu comme dans un bon vieux jeu de rôle. Elder Scroll, clac, c'est le donneur de quête. Et donc, bon, ben, je veux dire, le jeu de rôle et le jeu vidéo, il a pris lui aussi de la littérature. Hein. Donc, vous recevez une quête, il s'avère que cette quête, elle est profonde, elle remonte aux racines de l'être, mais vous trouvez ça aussi dans certains jeux vidéo très bien écrits. La quête qui va faire que vous jouez au jeu pendant des heures et des heures et des heures est une quête aussi identitaire, de découverte de soi, de découverte des origines pour le personnage que vous jouez. Donc voilà. Donc Hermine Lebel, claque, donneur de quête, là, il a la petite lumière autour de lui. Et donc ça commence avec l'incendie de Nawal. Ensuite, alors on pourrait considérer que c'était un deuxième acte. Vous avez incendie de l'enfance qui retrace donc l'enfance de Nawal, l'abandon de son enfant, la révélation de la grand-mère Nizara, qui est juste une révélation mais absolument fondamentale à la compréhension de la pièce. Hein. Je reviendrai là-dessus dans la partie que je consacrerai à l'art, à la littérature et au théâtre comme arme de guerre pour l'écrivain. Ensuite, vous avez l'incendie de Jeannan. C'est justement l'espace oedipien, le moment où elle découvre l'identité du père et où on suit parallèlement, donc, dans un montage alterné, qui n'est pas sans évoquer le cinéma. C'est pas par hasard que Denis Villeneuve a adapté Incendie. Je veux dire, la pièce, elle est tout à fait connectée à des constructions cinématographiques. Je pourrais essayer de terminer là-dessus. Et enfin, vous avez l'incendie de Sarwan, donc l'incendie de Simon. Et à la fin, quand il décide d'accompagner sa sœur dans la quête, puisque, comme je vous rappelle, fondamentalement, si Littoral, c'est le fils qui cherche le père, Incendie, c'est la fille qui cherche la mère. Assez fondamentalement. Et parallèlement à cette fille qui cherche la mère, il y a la mère qui cherche le fils. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un schème tragique fondamental. Et donc, Simon, lui, il va essayer de remonter le parcours de Nihad devenu Abou Tarek dans une tentative de comprendre, en fait. Une très belle tentative de comprendre, j'essaierai d'insister là-dessus. Alors évidemment, il ne s'agit pas, vous voyez, comme je vous disais, il ne s'agit pas de reproduire des connaissances, disons, définitionnelles sur le théâtre pour comprendre cette pièce. Évidemment, vous n'avez pas des scènes au sens classique de la scène. On change de scène quand un personnage entre et quand un personnage sort. Ici, vous avez même certaines scènes fonctionnent en montage alterné, là encore évoquant le cinéma, hein, avec une sorte d'espace double. Vous allez avoir d'un côté Simon et de l'autre côté Jeannan, et vous allez avoir évidemment les espaces temporels avec un jeu de flashback. Qui se répondent parfois dans la même scène où vous passez des jumeaux à Narwal. À Nawal, pardon. Pardon, excusez-moi. Je pense notamment à la scène où ils sont chez Hermine Lebel et où on entend les marteaux-piqueurs. Et les marteaux-piqueurs, progressivement, deviennent le son des mitraillettes. Et vous voyez, l'effet ici, qui va permettre le passage d'un espace temporel à un autre, il est fait par le son. Et ce schéma-là, il évoque évidemment et très directement le cinéma.
Et alors, c'est une chose alors, je vais commencer par la notion qui est simple, et ensuite je vais aller sur une notion un poil plus compliquée. À quoi servent ces constructions en flashback, cette dimension cinématographique? On pourra, si vous voulez, et je pourrais le faire même plus longuement, parler de ce qu'on appelle, un peu couillonnement d'ailleurs, si je peux me permettre, la porosité des genres. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile de se poser de la question de si on est dans le théâtre, de si on est dans la poésie, de si on est dans la littérature, de si on est dans le roman, de si on est dans le cinéma? Est-ce qu'au fond, la structure de l'œuvre en tant que construction moderne qui parle à nos habitudes narratoriales, c'est pas un truc plus important? Maintenant, je sais que dans certaines structures de dissertation générale, vous pouvez avoir ce genre de truc. Donc, rapidement, je le ferai. Denis Villeneuve n'a eu qu'à se baisser pour ramasser quelque chose auquel il a apporté le visuel et le réel. Puisque comme j'expliquais pour Mouawad, le théâtre n'a pas de fonction réaliste, notamment j'expliquais parce qu'il est concurrencé par le cinéma. Donc au fond, dans le théâtre moderne, il n'y a pas de décor. Souvent le fond est noir, ou le décor. Alors il faudrait voir les mises en scène de Mouawad, vous savez qu'il met lui-même en scène ses pièces. Là, moi, je n'ai vu ça que par bribes, donc je peux pas vous dire objectivement. Il n'a eu qu'à se baisser et à y rajouter l'image et à y rajouter les formes du réel que propose le cinéma. Enfin, tous les éléments sont là pour construire un film. Parce qu'au fond, que vous regardiez un film, que vous alliez au théâtre, que vous lisiez un roman ou que vous fassiez un jeu vidéo, au fond, tout ça, c'est de la fiction. Au fond, on vous raconte une histoire. Voilà. Et nous avons besoin, rappelez-vous, depuis la domestication du feu, ça date. Nous avons besoin des histoires. Voilà. Ça, je pourrais vous l'expliquer, mais ce serait extrêmement long. De la vacuité et de l'importance de la littérature à la fois. Les histoires ne servent à rien, l'art ne sert à rien. Et pourtant, c'est absolument fondamental et nous en avons depuis l'origine de l'humanité. Donc, pourquoi est-ce que ça sert à rien? Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Pourquoi est-ce qu'à la fois ça sert à rien et à la fois c'est fondamental? Bref, en termes de construction narrative, quelle est l'idée? Bon, vous avez une quête originelle. La quête fondamentalement pour moi de Jeanne. J'expliquerai que pour moi, c'est pas la quête des jumeaux, c'est la quête de Jeanne. Mais ça, c'est la parabole romaine. Ce qui ne veut pas dire que Simon ne sert à rien. Et avec l'idée de tuer le frère aussi à la fin, ça j'expliquerai, mais vraiment à la toute fin. En termes de construction narrative, c'est une quête initiatique. Elle part, elle primordialement d'abord, lui ensuite, elle part, comme Wilfrid d'ailleurs, dans Littoral, dans le pays des origines, pour retrouver, d'une certaine façon, l'événement originel qui provoque l'incendie intérieur, et qui empêche de vivre, qui empêche Simon de gagner ses matchs de boxe. Parce que pour gagner ces combats, faut savoir, pour gagner le combat, il faut savoir qui on est. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Alors, vous avez deux manières de raconter cette histoire. Soit vous la suivez, elle, et progressivement, elle va tomber sur des documents qui racontent l'histoire de sa mère et sur des témoignages qu'elle va lire, etc., etc., etc. Soit vous utilisez le système du flashback et vous mettez Nawal, qui est morte au début, en scène. Vous la mettez en scène lorsqu'elle est enfant, car cherche son fils. Vous la mettez en scène jeune adulte, lorsqu'elle devient une militante et une combattante. Et on verra que le personnage de Nawal, il est inspiré d'une véritable militante communiste. Je reviendrai sur tout ça dans
les espaces, l'espace-temps et la volonté universelle de l'œuvre. Et vous mettez en scène sa souffrance lors du procès, etc., etc., etc. Et en fait, vous montrez l'histoire de Nawal et vous montrez l'histoire de Niad devenu Abou Tarek, et c'est beaucoup plus fin, et c'est beaucoup plus puissant, et c'est beaucoup plus émotionnel que montrer les jumeaux qui découvrent cette histoire. En fait, l'histoire que vous voyez, c'est ce que découvrent les jumeaux. Je ne sais pas si je suis clair. Plutôt que vous montrer le personnage qui découvre le passé de sa mère, on vous montre le passé de la mère, qui n'est ni plus ni moins que ce que le personnage découvre. Et qui nous permet aussi de comprendre qui était Nawal. Et qui nous permet de comprendre quel était le contraire de ce qu'elle est devenue. De la femme qui chante à celle qui se mure dans le silence. D'ailleurs, cet emmurement dans le silence, qui n'est pas sans évoquer Antigone, laquelle est une des filles d'Oedipe. Donc, vous voyez que, voilà. Ça, je reviendrai sur toute la partie qui risque d'être assez longue, sur les multiples évocations des tragédies antiques. Donc, l'idée de la construction narrative, elle est là. Ensuite, alors, c'est vrai que c'est une question, et je pense que je vais terminer, ici, parce que là, je m'aperçois que la vidéo risque d'être plutôt longue, donc je pense qu'il y aura une deuxième partie d'analyse. Ensuite, est-ce qu'il est vraiment important? Alors, je vais le faire parce que je pense que ça peut être utile pour un certain nombre d'entre vous, parce que c'est vrai que c'est des questions de dissertation. Est-ce que la porosité des genres, bon ben oui, c'est un principe de la modernité. Et si vous voulez, je vais proposer toute une réflexion là-dessus. La question des veines, est-ce qu'on est face à une épopée, à une tragédie, et en même temps par moments c'est lyrique, à un moment il y a une explosion, une verticalité poétique, c'est du théâtre mais c'est pas rangé en actes et en scène, c'est adapté au cinéma, donc ça brise aussi un peu cette idée moi j'avais fait une classe théâtre quand j'étais gamin, alors c'était les théâtreux contre les options cinéma. Ben non. Au fond, ce qui est important, alors bien sûr, c'est la forme, mais c'est ce qui est dit qui reste quelque part. Vous lisez pas Racine pour les règles, et quand vous lisez Racine, si tant est que Racine touche encore, et je pense que alors Iphigénie peut-être pas, mais je pense que quand même il y a vraiment des trucs chouettes dans Andromaque, et des choses absolument puissantes dans Phèdre. Au fond, ce qui touche, c'est le dévorement des passions humaines. Vous, quand vous lisez Racine, vous n'êtes pas en train de vous poser la question de si l'unité de lieu et de temps, et en un jour et en une heure, et à la lumière de la chandelle, et en 1 heure et demie, il faut qu'en 24 heures, dans un même lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, on peut rapidement faire une partie là-dessus. On est dans un théâtre moderne, dans un état de modernité qui, au fond, met l'émotion et met la narration au centre. Et le média devient de plus en plus, d'ailleurs, observé dans nos civilisations, le média devient secondaire, et ce qu'on retient, c'est le propos et la parole. Et donc, je vais insister là-dessus. Alors oui, il y a une porosité des genres littéraires. J'ai trouvé un terme complètement fou, je vais vous le ressortir, c'est dans un cours Anabac que j'ai trouvé sur YouTube. Bon, ok, on va traiter ça. De vous à moi, est-ce que c'est vraiment ça qui est intéressant? Maintenant, est-ce que ça peut permettre d'avoir une bonne note à une disserte? Oui. Alors, du coup, bon, on est là pour réfléchir, mais on est aussi là pour avoir des bonnes notes aux dissertes. Alors, du coup, je vais le faire, et ce sera le dernier chapitre, du coup, de cette première partie. De la même manière, si vous voulez, pour essayer d'utiliser une image simple, de la même manière que vous avez une évolution de l'histoire de la peinture, vous avez une évolution de l'histoire de la littérature et de l'histoire de la narratologie.
On ne raconte pas une histoire au Moyen Âge de la même façon qu'à la fin du 19e siècle. Et on ne, sur le plan pictural, on ne représente pas au Moyen Âge de la même façon qu'à la fin du 19e siècle. Vous voyez assez clairement l'écart entre, disons, les vitraux médiévaux ou les tapisseries médiévales, les rétables et la peinture hyper réaliste de l'extrême fin du 19e, enfin, certains tableaux naturalistes des années 1890, vous les regardez de loin, vous pouvez avoir l'impression que c'est une photographie en couleur. Il faut vraiment s'avancer pour s'apercevoir que non, c'est un tableau. Qu'est-ce qui a construit ça? Toute une histoire de l'évolution des techniques picturales. Par exemple, au XVIIe siècle, la lumière est rarement une lumière réelle. Ça, c'est tout un travail des grandes écoles de peinture sur des siècles et des siècles de parvenir à reproduire un effet réel de la lumière. Là où c'est peut-être encore plus évident, c'est sur la perspective. La perspective au début du XVIIe, pensez aux maîtres flamands. Vous vous apercevrez, surtout sur les premières peintures flamandes, vraiment, enfin de l'école flamande, disons des écoles hollandaises, je sais pas moi, par exemple, extrême fin 16e, début 17e, vous apercevrez qu'il y a de grosses inexactitudes de perspective. Et plus vous avancez dans l'histoire de la peinture, plus la technique de la perspective elle est maîtrisée. Plus la technique de la lumière réelle elle est maîtrisée. Au XVIIe siècle, pas de lumière réelle et des erreurs de perspective. C'est un peu la même chose, si vous voulez, en narratologie. Il y a des effets qui n'existaient pas avant. Ayant en tête un grand roman réaliste français, ou pour ceux qui sont avec moi en IB, La Maison de Poupée. Donc fin 19e, deuxième moitié du 19e. Vous n'avez pas de flashback au 19e siècle. Au mieux, vous avez des ellipses. Je prends par exemple Flaubert, Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. L'éducation sentimentale, par exemple, vous avez entre l'avant-dernier chapitre et le dernier chapitre, vous avez une ellipse de 20 ans. Où on retrouve du coup Frédéric Moreau 20 ans après son aventure avec Madame Arnoux, qui évoque d'ailleurs une aventure que Flaubert avait eue avec une femme mariée quand il avait 20 ans. Je ne sais pas s'il y a quelques Balsaciens parmi vous. Regardez les scories balsaciennes. Les digressions interminables de Balzac, à chaque fois qu'il introduit un personnage. Cette scorie-là, elle a été enlevée par la génération du roman, disons, réaliste, si tant est qu'on puisse considérer que Flaubert soit réaliste. Et observez qu'au XIXe siècle, vous n'avez pas de flashback. Parce que le public n'est pas préparé à cette notion. Or, vous, qui êtes des spectateurs habitués au cinéma, habitués même aux séries télé, où là, pour le coup, il y a une amplitude d'approfondissement de la psyché des personnages qui est extrêmement dense. Si on prend quelques grandes séries, je sais pas moi, House of Cards, ou moi que j'avais trouvé très bon, Boardwalk Empire, ça c'est juste fabuleux. Je veux dire, en termes de construction des personnages, c'est extraordinaire, Boardwalk Empire. Ou Mad Men, tiens, par exemple. Bon, mais il y a tout un tas d'effets de flashback. Vous, public du 21e siècle, on n'a plus besoin de vous prévenir qu'il va y avoir un flashback. Vous prenez un bon vieux nanar des années 60, et quand le personnage rêve, vous avez des espèces de petits nuages qui apparaissent autour de lui, puis vous avez un espèce de vieux coup de harpe là, pour vous dire attention, on rentre dans un rêve. Vous voyez ?
Et en fait, le public est habitué à certains effets. Ce qui fait qu'en 2003, au théâtre, on peut tout à fait créer un flashback de manière implicite, sans en avertir le spectateur, qui naturellement, par la construction narrative, va comprendre qu'on revient dans le passé, parce qu'il en a l'habitude. Ceci n'existe pas dans la littérature du 19e. Sauf exception, il n'y a pas à proprement parler de flashback. Les grands réalistes suivent quand même encore la logique, si vous voulez, aristotélicienne, qu'une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Prenez la maison de poupée, pour ceux qui sont avec moi. Premier acte, 24 décembre. Deuxième acte, 25 décembre. Troisième acte, 26 décembre. Et là, pour le coup, vous voyez, vous n'avez pas de scène dans la maison de poupée, parce qu'il y a une hyper-condensation. Ça se passe, pour le coup, dans un lieu très fermé, la maison de poupée. Mais il suit une chronologie. Les personnages, quand ils parlent entre eux, peuvent évoquer leur passé, mais en aucun cas vous n'avez de flashback, c'est-à-dire vous n'avez de bondissement dans ce passé sur le plan narratologique. Voilà. Donc dans la diégèse, la diégèse c'est la manière de raconter une histoire, le flashback, ça n'existe pas au 19e siècle. Et c'est quelque chose, pour le coup, je pense, on peut le dire, que le cinéma a apporté à la littérature. Voilà. La littérature a beaucoup apporté au cinéma, en termes de scénario, en termes d'effets, mais le cinéma a aussi un peu apporté à l'art d'écrire, et vous le voyez ici en l'occurrence par le système du flashback. Donc, le terme que moi je trouve un peu fragile, mais bon, ça sera top pour vos dissertations à 17 ans. Le terme, attendez, je l'ai noté quelque part, de porosité générique. J'adore. Bon, bien, c'est que tout simplement, si vous voulez, sur le plan de l'histoire, non pas de la littérature, mais de la fiction en règle générale, l'histoire de raconter des histoires. Voilà. Bien, vous avez déjà une explosion de médias, et tout simplement de nouveaux systèmes et de nouvelles façons si vous voulez, de dire le monde, quoi. Et c'est ces nouvelles façons de dire le monde que ici nous devons étudier. Voilà, tout simplement. Donc, la porosité générique. Donc la porosité générique, ce serait l'idée que, eh bien, au fond, théâtre, poésie, roman, tout ça peut se mêler. Alors, c'est symptomatique de la modernité. Pour ceux qui font Charles Baudelaire avec moi, quand même, le spleen de Paris, le poème en prose. Là, pour le coup, c'est l'éclatement des genres. Mais on aurait tort de croire que c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et je vais prendre quelques exemples, et puis je vais aller les chercher bien loin. Chez Molière et William Shakespeare, déjà. Chez Molière et William Shakespeare, au théâtre, vous avez de la musique. Pensez par exemple, je sais que vous étudiez une pièce que j'adore, qui est Bourgeois gentilhomme. Eh bien, si vous reprenez votre vieux Bourgeois gentilhomme de quand vous étiez en 5e ou en 4e, normalement, si vous avez une édition complète, il n'y a pas de raison, vous observerez, ça, on vous le fait rarement lire parce que bon voilà, mais reprenez-la et observez qu'entre chacun des 3 actes du Bourgeois gentilhomme, vous avez une scénette avec des bergers et des bergères. Voilà, c'est une comédie ballet. Et c'était Monsieur Lully qui faisait le crin-crin à l'époque. Donc, à un moment donné, le théâtre et la musique se mêlent. Beaumarchais, le mariage de Figaro, pièce
adoré à travers toute l'Europe. Mariage de Figaro, 1770, les années 1770, je ne saurais pas vous dire quand. C'est adapté à l'opéra par Mozart. Donc, porosité générique. L'opéra prend au théâtre. Quelque part, l'opéra, c'est du théâtre en musique. Vous voyez ce que je veux dire? William Shakespeare, vous allez voir un spectacle au Globe. Ils en font. Moi, quand j'étais en Angleterre, j'avais vu Julius César. Jules César. Non, pardon, je dis une bêtise. C'est pas Jules César que j'ai vu, c'est Antoine et Cléopâtre. Et je l'avais vu dans sa version vraiment globe shakespearienne. Ça durait 8 heures. Et oui, vous aviez des interludes musicaux, comme c'était à l'époque, avec cette vision qu'ils avaient d'une sorte de théâtre-monde, d'une sorte de théâtre total. Au fond, regardez, Molière peut écrire certaines de ses comédies autant en prose qu'en vers. Et quand l'œuvre est sérieuse, quand c'est une grande tragédie, une tragédie racinienne, ou même, tiens, pensons à Corneille, eh bien, au fond, c'est écrit en alexandrin régulier, coupé à l'hémistiche. Donc, le discours, disons, de rime plate en alexandrin, parce que c'est le plus proche, comme vous savez, de la prose, avec alternance de masculine et de féminine. Donc là, porosité générique, le théâtre et la poésie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en maturité, vous étudiez le célèbre roman de Diderot, Jacques le Fataliste. Alors là, la porosité des genres dans Jacques le Fataliste, il en fout partout. Extrême modernité, Ulysse de James Joyce. Vous avez des partitions de musique dans le roman. Parce que pour James Joyce, du coup, ça n'est plus le théâtre qui est l'art total, c'est devenu le roman qui est l'art total. Le roman, il peut englober toutes les formes artistiques. Donc, si vous voulez, la porosité générique, pour moi, oui, sans doute que les esthétiques, disons, des siècles passés, elles avaient des esthétiques fortement marquées et un développement progressif. Enfin, je veux dire ça, j'y reviendrai sur Gogol et Baudelaire. Ça peut vous intéresser. Je vais insister dessus particulièrement sur Baudelaire. Les écrivains commencent véritablement, les grands auteurs commencent véritablement à s'intéresser à la prose au XIXe siècle. Baudelaire, d'ailleurs, en est un assez clair exemple. Gogol aussi. Gogol, au départ, il voulait être poète. Hein. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a le météore Balzac. Qui est un peu une exception dans le mais regardez les grands romans de Victor Hugo, Les Misérables, qui est un extraordinaire chef-d'œuvre. Je l'ai relu il y a quelques années. On m'avait fait lire ça gosse. Ce bouquin est juste génial. Mais allez-y, foncez. Et moi, j'ai plein de copains qui sont pas grands lecteurs, qui sont pas et qui disent putain, mais Les Misérables, mais foncez. Mais Les Misérables, il l'a pas écrit en 1830. Il a écrit en 1862 ou 63, vous voyez. Donc déjà dans cette deuxième moitié du 19e siècle, où le poète commence à s'intéresser à la prose. Et donc, si vous voulez, les schémas narratifs, les constructions narratives, eh bien, de la même manière qu'il y a des techniques qui se sont développées en peinture, qu'il y a des techniques qui se sont développées dans le cinéma, vous avez des techniques qui se sont développées en littérature. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez plus, je dis vous, on va être honnête, c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons plus à lire d'une traite un grand roman réaliste des années 1860, 70, 80. Parce que on est des enfants de l'image, on est des enfants du cinéma, vous voyez. Et aussi que certains mécanismes qui sont les leurs sont devenus lourds pour nous. 20 pages de description, c'est lourd pour nous. C'est lourd pour une génération du cinéma qui, comment vous dire, le cinéma peut faire des choses de manière beaucoup plus efficace que la littérature,
Et la littérature peut faire des choses de façon beaucoup plus efficace que le cinéma. Une description fournie, puissante, extrêmement évocatrice, réaliste, naturaliste, si vous voulez. En littérature, c'est 20 pages. Voilà. Au cinéma, c'est 1 minute. Vous voyez? Donc nous, on a une capacité à analyser ces images extrêmement rapidement, mais on n'a plus la capacité de se plonger dans 30 pages de description. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'où que Balzac rebute sous certains aspects. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas que les gens d'aujourd'hui sont plus cons que les gens d'avant. C'est juste que nos schémas narratifs sont différents. Et donc pour nous, certains schémas qui étaient extrêmement originaux en 1850 sont éculés, lents, longs, et on n'arrive pas à rentrer dedans. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, y a une explosion de la manière de raconter les histoires. Et, bon, si vous voulez, oui, d'accord, une porosité générique. Oui, effectivement, dans Incendie, c'est du théâtre, mais c'est un théâtre qui fait appel beaucoup au son, beaucoup à la corporalité. Il y a des emprunts au cinéma. On a évoqué cette notion de montage alterné des scènes, la notion de flashback. Oui, il y a une verticalité magnifique d'ailleurs. Enfin, quel écrivain quand même. À la fin, le dévoilement testamentaire de Nawal, mais c'est d'une... Et la puissance, regardez la verticalité du texte. Regardez comme c'est, là pour le coup, c'est de la poésie, voilà. C'est de la poésie moderne. Une poésie envers libre. Voilà, mais dont on retrouve la forme verticale, dont on retrouve la puissance, si vous voulez, des répétitions, des assonances et des allitérations. Après tout, c'est la femme qui chante. Donc si c'est la femme qui chante, bah oui, il y a quelque chose de poétique dans sa parole. Est-ce que pour autant c'en est pas moins du théâtre? C'est bien joué sur une scène. Voilà. Donc oui, il y a une porosité générique. Elle existait avant. Et un point qui, à mon sens, est plus important, il y a une explosion des médias. Aujourd'hui, vous n'avez, je crois, dans l'histoire, si vous voulez, de la fiction, vous n'avez jamais eu autant de manières de raconter une histoire. Vous prenez Incendie, vous prenez le texte, et bien sûr, vous pouvez le mettre en scène. C'est une pièce de théâtre. Mais il y a eu une adaptation pour la radio. Et d'ailleurs, vous pouvez la trouver sur YouTube. Peut-être si je la retrouve, je vous mettrai le lien. C'est pas inintéressant. Déjà, ça permet de s'enrichir de ce texte qui est quand même très beau. Et surtout, de voir qu'il y a des différences. Parce que c'est Wajdi Mouawad qui a préparé cette adaptation. Et il le dit très bien. D'ailleurs, il y a un petit 5 minutes d'introduction où il dit il y a des choses qui ont dû être coupées, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent au théâtre, mais qui ne fonctionnent pas à la radio. Donc, vous voyez, il y a une adaptation au cinéma par Denis Villeneuve. Donc, juste Incendie, déjà, du vivant de l'écrivain, vous avez 3 formes. Alors, j'évoquais le mariage... non, c'est pas le mariage de Figaro, c'est les noces. Attendez. C'est lequel qui est adapté au... Ah, je vous retrouverai ça. L'opéra. C'est le premier des 3 de la trilogie Figaro. Le dernier étant pas terrible. C'est les 2 premiers qui sont chouettes. Regardez, John Steinbeck, Des souris et des hommes, of Mice and Men. Eh bien, il y a des admirateurs du maître qui l'ont adapté au théâtre de son vivant dans les années 30. Il y a eu un film, voilà. On évoquait Zola. Thérèse Raquin, il l'a lui-même adapté au théâtre.
parce que ça marchait bien, voilà, parce que les histoires sordides de meurtres, ça plaît aux gens. Donc la porosité générique, si vous voulez, l'espace de discussion entre la littérature, le théâtre, la poésie, ça a toujours existé d'une certaine façon. Enfin, mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans un éclatement. Vous avez une explosion des médias pour raconter une histoire. Vous avez des génies de la bande dessinée. Pensez à Anki Bilal. Mais sa manière à lui de raconter une histoire, c'est la bande dessinée. Un autre, c'est le cinéma. Un autre, c'est le roman. Un autre, moi, c'est les jeux de rôle. Moi, j'écris des jeux de rôle. Moi. Voilà, c'est ma manière à moi de raconter des histoires. Vous voyez ce que c'est ? Un jeu vidéo vous raconte une histoire. Il y en a d'excellents. Prenez le troisième The Witcher. Il est meilleur que les romans. Je ne sais pas si vous avez lu les romans je ne sais plus comment ils s'appellent là. C'est pas terrible. Voilà. Le jeu vidéo, en termes de construction de personnages, en termes de narration, il est largement meilleur. Voilà, c'est plus intelligent. C'est tout. Il n'y a pas de forme à l'intelligence. Ah, c'est ça, si vous voulez. Donc oui, il y a une porosité, générique, effectivement. Voilà. Vous allez trouver une verticalité poétique dans Incendie. Vous allez trouver un éclatement qui évoque le cinéma. Et du coup, je terminerai là-dessus. Il y a aussi une explosion des veines. Voilà. Le grand mécanisme tragique est là, mais il n'y a pas que la tragédie. Et d'ailleurs, ça, c'est une forme qui, pareil, ça n'est pas nouveau. C'est déjà chez William Shakespeare. Vous voyez ? Et donc, d'ailleurs, je vais comparer quelques grandes pièces shakespeariennes. Alors, William Shakespeare, pour le coup, vous voyez, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Ça date. Et la pluralité des veines au travail de Wajdi Mouawad. Et je terminerai ce groupe de vidéos là-dessus, parce que là, la vidéo est vraiment en train de devenir longue. Alors après, j'ai des problèmes de portage, et celle-là, elle risque d'être difficile à porter. Mais bon, nous avons de l'audace et on recule devant rien. Alors là encore, une vision un peu étriquée de l'histoire littéraire pourrait vous faire croire que y a la tragédie, il y a la comédie, il y a l'épopée. Bon. Qu'est-ce que les gens kiffaient par-dessus tout au XVIIe siècle ? C'était pas la comédie. Et c'était pas la tragédie. C'était la tragicomédie. Donc, si vous voulez, la question des veines ne saurait être unitaire. Même par exemple, vous voyez, dans la célèbre chanson de geste, la chanson de Roland, plutôt l'épique. Roland, il est venu pour la thé, quand même, le gars. Voilà. Et dans la chanson de Roland, vous avez un passage lyrique très beau où il pense aux siens qu'il a laissés en Francie, et à sa famille, à son pays, à sa terre natale, et ça lui manque. Voilà. Et il prend conscience que peut-être ça, il ne le reverra jamais. Voilà. Oui, dans Incendie, vous avez une pluralité des veines. Alors, la tragédie, je vais lui faire je veux dire, ça va être la suite de notre étude. Je vais me concentrer sur toutes les évocations au mythe des grandes tragédies antiques, et sur la dimension, sur la portée universelle de l'œuvre. Mais si vous voulez, le sujet est tellement lourd. Il s'agit quand même d'un enfant arraché à sa mère, qui est récupéré par une milice brutale, qui devient soldat, un assassin, sanguinaire, un sale type, quoi. Et qui, dans une prison clandestine, ne reconnaît pas sa mère et la viole. Bon. Vous avez besoin, quand vous racontez quelque chose de cet ordre-là, vous avez besoin d'espace de respiration, déjà. Voilà. Et donc le personnage d'Hermine Lebel, il est là pour apporter, si vous voulez, cet espace un peu, cette dimension un peu comique
qui tout simplement, à un moment donné, vous permet de respirer. Il s'agit de ménager le public dans sa respiration. Vous ne pouvez pas étouffer les gens. Rendez-vous compte que, les 3 premières pièces du cycle, donc littoral, forêt, littoral, incendie et forêt, les 3 réunis, il peut arriver qu'elles soient jouées toutes ensemble, il y a une certaine exigence vis-à-vis du public, les 3 réunis, ça dure entre 9 et 11 heures. Donc, si vous voulez, entre 9 et 11 heures de théâtre, et vous n'avez pas d'espace de respiration, c'est pas possible. Justement, vous savez, cette idée qui est très propre à Mawad, cette idée que c'est pas tant la révélation qui tue que la vitesse du choc à laquelle on le prend. Elle implique des temps de respiration pour le spectateur. Parce que là, vous allez plonger les gens dans un état d'émotion très fort, et les gens ont besoin de respirer. Et vous voyez, cette idée 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures de théâtre, vous avez cette dimension shakespearienne de la pièce monde. Et pour Shakespeare, le théâtre, il doit représenter la vie. Et la vie, elle ne saurait être constamment drôle. Elle ne saurait pas non plus être constamment triste. La vie, elle est quelque part entre la comédie et la tragédie. Et alors Shakespeare, pour le coup, est un grand générateur d'épopées. Enfin, je veux dire, prenez les Henri, prenez le roi Lear, Julius César, tiens, justement, que j'évoquais, même Antoine et Cléopâtre. Vous avez une dimension épique qui était représentée au Globe par des combattants. Hein. Il arrivait au théâtre Globe qu'une trentaine, qu'une quarantaine d'acteurs se battent à l'épée, en mimésis, si vous voulez, des combats des personnages. Donc, dans Shakespeare, vous avez tout. Vous avez l'épopée, vous avez la tragédie, vous avez la comédie. Vous avez les 3 grandes veines antiques. Et on les retrouve ici. Les textes de Wajdi Mouawad parlent de guerre et de ce qu'il y a de pire, de la pire des guerres, comme je vous disais, la guerre civile. Donc la dimension épique, elle est évidente, mais si vous voulez, tout simplement parce qu'il s'agit de dire le monde. Et il s'agit de le dire dans sa complexité, et parce qu'au fond, de plus en plus, je crois, et toujours en fait d'une certaine façon, je pourrais terminer là-dessus. Nous vivons un temps en Europe, on espère qu'il durera. Nous vivons un temps dans l'histoire humaine d'extrême liberté. Et comme nous vivons et surtout nous vivons, alors, premièrement, un temps d'extrême liberté, et deuxièmement, nous sommes aussi dans un monde où l'artiste ne reçoit plus des pensions royales, si vous voulez, mais où il gagne de l'argent par rapport à ce qu'il vend. Capitalisation, si vous voulez, du produit artistique. Encore que les théâtres nationaux peuvent recevoir des subventions d'État. Tout ça pour dire que dans un monde qui est libre, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez. Et je pense que rarement les hommes ont été aussi libres que vous et moi le sommes, quand même. Quand vous vivez dans un monde libéral comme le nôtre, vous avez le droit à la pluralité des formes. Chacun d'entre nous presque aurait le droit d'être qui il veut et de dire ce qu'il veut. C'est très bien, c'est pas du tout quelque chose que je conteste. Je dis juste que du temps de Molière, c'était moins évident. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle l'art était codé.
Voilà. Parce que du coup, si vous suiviez les règles, si vous suiviez le code, bien vous aviez moins de soucis avec les autorités religieuses et avec les autorités politiques. Parce que regardez le système de Jean Racine, ça je ne vais pas pouvoir le développer trop, parce que ce n'est pas le sujet. Regardez le système de Jean Racine. Si vous prenez Andromaque, ça parle de quoi? Ça parle de A qui est amoureux de B, mais B qui est amoureux de C, et C qui est amoureux de D qui est amoureux de E, et E est mort. Voilà. C'est l'amour adolescent. En fait, il est en train de parler d'amour. Il est en train de parler de relations amoureuses qui ne sont pas réciproques. Voilà. Et il se sert des païens pour ça. Voilà. En fait il utilise les païens pour dire ce que ressentent les gens. Phèdre, Andromaque, Oreste. Et parce qu'au fond, on peut leur prêter des vices terribles que nous n'avons pas, parce que nous sommes chrétiens et eux, ils sont païens. Vous voyez, d'une certaine façon, il y a un contournement de la censure religieuse pour parler des sentiments amoureux. Andromaque, ça ne parle ni plus ni moins que de la complexité des sentiments amoureux et de leur non-réciprocité. Vous voyez? Donc, si vous voulez, oui, il y a un univers qui peut-être était plus codé en apparence, encore que si on rentrait dans le détail de l'histoire de l'art, si aussi on perdait pas de vue, vous n'allez pas voir Jean Racine, a priori vous le lisez. Vous n'allez pas voir Molière, a priori vous le lisez. Mais Molière, tel qu'il était joué dans son théâtre, dont le nom m'échappe, n'a rien à voir avec ce que vous lisez. Il y a tous les éléments de comique et de farce que Molière et que ses acteurs devaient y rajouter en fonction du public face auquel ils étaient, et ça, nous n'y avons plus accès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée que la porosité des genres est un fait de la modernité, oui, plus on évolue vers la modernité, plus il y a une rupture des règles, je vous l'accorde. Plus les genres se mêlent, admettons, encore que ça n'est pas une vérité absolue. On trouverait tellement de contre-exemples à ça. Le théâtre classique lui-même est un contre-exemple à ça, puisqu'il mêle au théâtre la poésie. Donc, porosité générique, comme dit la dame. Et aussi parce que nous sommes dans des systèmes moins codés, parce que vous avez moins la pression d'un puritanisme religieux. L'artiste, il est plus autonome, il est plus libre dans ses possibilités de création. Et au fond, aujourd'hui, quoi que vous fassiez, si vous trouvez un public, alors vous êtes un artiste. Idée qui n'était pas véritablement admissible au XVIIe siècle. Et comme la littérature n'est pas libre, regardez le pauvre Baudelaire, dont on parlera après, c'est une œuvre proscrite. Hein, vous voyez ? Donc, il encode, si vous voulez, pour éviter la censure. L'encodage permettait d'éviter la censure. Voilà la raison, si vous voulez, pour laquelle il y a beaucoup plus de liberté de médias aujourd'hui pour dire une histoire. Et au fond, vous et moi, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus l'histoire que la manière de la dire, je crois. C'est peut-être que je me trompe. Ça ne veut pas dire que l'esthétique est inintéressante, mais en réalité, nous sommes tous, d'une certaine façon, des spectateurs romantiques. Ce que nous voulons quand nous allons au théâtre, quand nous ouvrons un livre, même dans certains jeux vidéo, c'est l'émotion. C'est à un moment donné être pris, être immergé dans un monde, dans un univers, dans une douleur, voilà, tout simplement. Donc tout ça, si vous voulez, pour la question de la porosité générique, oui, c'est un fait de la modernité. Néanmoins, si on s'arrête à y penser, regardez Diderot, Jacques le Fataliste.
ça date, et pourtant on pourrait parler de porosité générique. Regardez la question du mélange des veines, mais Shakespeare mélange la comédie, la tragédie et l'épopée. Et il rénove la tragédie. On parle bien de tragédie shakespearienne, celle à laquelle tout le monde crève à la fin. Vous voyez? D'où d'ailleurs que souvent, on a gardé comme idée, et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'aller donc vers la suite, mais alors là je suis désolé, ça sera dans une deuxième vidéo, parce que je dois avancer aussi sur le montage de mes vidéos sur Charles Baudelaire, d'où que nous avons gardé cette image de la tragédie, c'est quand tout le monde crève à la fin. C'est pas vraiment ça la tragédie, c'est la tragédie shakespearienne qui est comme ça. Donc voilà, ben on va conclure sur ça. Alors c'est une vidéo assez longue, goûtez-la petit à petit. Ce qui est à dire aussi, c'est que j'aurais encore beaucoup à dire sur l'œuvre de Wajdi Mouawad. Maintenant, je manque un peu de temps là, parce que j'ai un travail à faire sur Baudelaire. Donc, déjà, digérer tout ça. Hein, il y a quand même là, en termes de contenu, on est à quasiment 3 heures. Donc, digérer tout ça. Et dans quelques semaines, il y aura donc une deuxième partie d'analyse de la pièce Incendie.